Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission « Il n'y a pas que le sport ». Aujourd'hui, nous allons parler de ces musiques qui font les compétitions. Et j'ai le plaisir de recevoir Keys, fondateur de My Media Room. Salut Keys. Salut Magali. Ça va? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté de nouveau mon invitation. Bah, c'est toujours un plaisir. De même. Plaisir partagé en tout cas. C'est cool. Aujourd'hui, comment peut-on faire sans musique dans les stades? Sans les musiques des grands championnats et sans la nouvelle mode, les tubes des grandes compétitions, dit les musiques officielles. Eh bien, ce serait quasiment impossible. Musique et sport font désormais la paire. C'est une source de motivation et également un moment d'émotion entre le public et donc les sportifs sur le terrain. À la fin de l'émission, vous saurez tout sur, par exemple, la musique officielle de la Ligue des Champions ou tout sur le dernier tube de la Coupe du Monde. Avec Keys, on va échanger en détail sur ces musiques de compétition. Alors Keys, on va passer outre-Atlantique. On va commencer outre-Atlantique parce que aux États-Unis, là-bas, la musique fait rage et le sport aussi. Ma première question concerne l'hymne national. On l'entend partout, lors de toutes les disciplines, mais pourquoi il y a tant d'engouement avec cette hymne nationale? Alors, c'est vrai que c'est traditionnel là-bas, ça c'est sûr, depuis 2 siècles maintenant, puisqu'en fait... aussi. Eh bien, exactement, parce qu'en fait, l'hymne national américain a été inventé, créé par un militaire américain en 1812, et qui s'appelle Tony Scott Key. Et en fait, en 1812, il a écrit cet hymne. Alors, à l'époque, on dit qu'il y a eu plusieurs tentatives d'hymne. Mais à vrai dire, cette mélodie prenait l'ascendant sur les autres par son côté vraiment émotionnel, grandiloquente. Et ça a vraiment permis à tous les Américains en fait de se représenter, voilà. Et il s'est passé aussi, donc pour revenir à ce rapport entre cet hymne et les compétitions sportives, c'est une anecdote en fait qui s'est passée lors du match entre les Chicago Cubs et les Sox. Il y a eu à un moment donné un des joueurs de l'équipe de Boston qui s'est retourné vers le panneau d'affichage et qui a commencé à fredonner cet hymne donc de Star Spangled Bangle, qui est donc le nom de l'hymne. Et il y a 10 000 personnes qui ont repris avec lui cette mélodie. Ils ont tous repris en cœur l'émotion. Voilà. Donc ça a généré une énorme émotion. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu un moment important lors des rencontres sportives. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça a été instauré comme la musique qu'il faut mettre avant chaque compétition. Voilà, ça s'est donc dispersé. Enfin, ça a conditionner aussi les autres sports à suivre le même chemin et à faire en sorte que l'hymne, cet hymne qui rassemble et fédère tout le monde, soit joué avant chaque compétition de chaque sport. D'accord. Voilà. Pour rassembler de nouveau tous les Américains. Exactement. Et puis cet hymne a été aussi inventé dans un moment de guerre. Un peu critique, oui. Voilà, donc ce côté patriotique est vraiment ressorti très fortement avec ce qui est là-bas très traditionnel et très culturel, qui est donc le sport aux États-Unis. Et pourquoi dans les autres pays, voire même autres continents, il n'y a pas cette ferveur qu'on retrouve avec l'hymne national? Alors, moi, ce que je pense sur cette question-là, c'est que je pense que les États-Unis ont réussi à s'approprier vraiment, à faire en sorte que ce soit indissociable, que véritablement ça ne fasse qu'un et que ce soit une obligation véritablement. Alors que je pense que dans les autres pays, il y a aussi une culture de l'hymne qui n'est pas la même, il n'y a pas ce même sens patriotique aussi fort. Les États-Unis sont vraiment connus pour ça. Et puis aussi le lien avec l'armée, etc. Donc je pense qu'il y a quelques pays
qui sont dans cette tradition, mais c'est pas la majorité. Non, c'est pas la majorité des pays, non. Alors l'hymne national est joué dans les compétitions internationales, pour le coup, mais par contre dans les compétitions nationales, c'est beaucoup moins, d'usure. Oui. Voilà. C'est parce qu'il y a ce respect aussi envers cette musique qui représente tout un pays, et pour certains pays, il n'y a pas, quoi. Je prends en exemple la France, puisque on est né en France, de la France, qui, comme vous venez de le dire, en France, dans les grandes compétitions, il y a l'hymne national, mais les petits championnats, le premier exemple, ça va être le football, qui réunit énormément de Français, où il n'y a pas l'hymne national quand des grands clubs de Ligue 1, là je vais donner un exemple parce que ce sont les plus connus, par exemple, quand il y a des compétitions de matchs en Ligue 1, il n'y a pas d'hymne national. Non, pas du tout. Ça doit certainement venir aussi des fédérations qui ne voient pas l'intérêt que l'hymne soit joué à ces moments-là, mais qui soit plutôt, entre guillemets, préservé pour justement des compétitions internationales. Je pense aussi. Et puis, alors, pour revenir aussi aux États-Unis, c'est que ça peut être aussi critique. Ce patriotisme qui est très tendu là-bas, il y a eu l'affaire Copernic, Colin Kaepernick, qui est un joueur de football américain, qui a décidé, par rapport à tout ce qui se passait autour des violences policières envers les Noirs aux États-Unis, a décidé de mettre un genou à terre pendant l'hymne national, et ça a été très mal vu. Ça a été une déferlante jusqu'aujourd'hui. Il a perdu tous ses contrats, il a été viré de son club. Il y a eu ensuite une vague de joueurs qui ont voulu suivre son exemple en testant de mettre le genou à terre, et ça a été aussi très 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 mal vécu. Parce qu'il y a tellement de respect qu'on a l'impression que mettre un genou à terre ou tout autre acte pendant l'hymne national, c'est un manque de respect. C'est exactement ça. Donc ce symbole qui a été créé dans les années 1800, puisque l'hymne national a été joué véritablement en 1931, en tout cas c'est la première fois qu'officiellement on a eu il y a eu cet hymne national qui accompagnait tous les sports. C'est tellement un critère de tension aux États-Unis que ce symbole doit être plus fort que tout ce qui se passe dans le pays. Donc il doit être respecté. Et voilà, Colin Kaepernick en a fait les frais. On a fait les frais. Eh ben dis donc, on a envie de se dire que dans certains pays, heureusement, il n'y a pas l'hymne national, et là je parle peut-être des pays africains. Exactement, il y a peut-être aussi ça, parce que ce sont tellement des sujets tendus. Entre les gens, les différentes ethnies aussi. Exact. Qu'il faut faire très très attention aussi. C'est assez pointilleux quand même. Voilà, donc je pense que les États-Unis font vraiment office de pays à part un petit peu dans ce rapport avec l'hymne national qui est joué à chaque match de chaque compétition. Même dans les compétitions mineures ou universitaires, l'hymne c'est un moment important. D'accord. Voilà. On va faire un petit tour du côté de l'Afrique. Parler des grands événements sportifs qui ont réuni la musique. Donc on va parler de l'Afrique parce que c'est un événement qui a été médiatiquement, qui a été mis en avant, mais on n'a jamais vu un événement sportif aussi médiatisé que le combat de Mohamed Ali et George Foreman. Bien sûr. Et donc j'aimerais qu'on parle un petit peu de cet événement-là qui, autour de ce combat de boxe, il y a eu des grands événements, mais un festival en particulier sur la musique. Bien sûr. Il y avait beaucoup d'artistes qui étaient présents, des artistes américains pour certains qui n'avaient jamais mis les pieds sur le continent africain, et des artistes africains qui, eux, ont permis d'avoir, ça leur a permis d'avoir une visibilité. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cet événement-là et essayer de comprendre pourquoi la musique a été associée à cet événement-là? Écoutez, moi, là, j'ai vu le documentaire When We Were Kings, qui retrace donc cet événement. Donc c'est très bien documenté. Mais il y a eu un souci, entre guillemets. C'est que cet événement donc de boxe entre Ali et Foreman, c'était vraiment l'événement central. Et autour de ça, pendant 3 jours, il y a eu un festival, donc Zaïre 74, puisque la RDC s'appelait à l'époque le Zaïre. Zaïre 74, c'est l'idée du promoteur Don King, qui s'est rapproché, qui cherchait une idée en fait pour vraiment promouvoir ce sport en dehors des États-Unis. Ils avaient d'abord pensé un peu à l'Angleterre, et puis c'est finalement Mobutu, qui était le président du Zaïre, de l'époque, rattaché à la Belgique, qui a accepté en fait de recevoir cet événement. Donc événement mondial
de boxe, donc du sport, avec un homme hors du commun comme Mohamed Ali. Contre, à l'époque, celui qui régnait sur la boxe, donc Foreman. Il y a eu une véritable attention à faire en sorte que les choses se passent vraiment fortement, puissamment, et qu'il y ait vraiment un message envoyé. Et donc le Zaïre a été le lieu de tout ça. Et puis, pour que ça ne soit pas que du sport, comme le nom de l'indique. C'est pour ça que j'allais dire, et la musique dans tout ça. Et la musique dans tout ça, il n'y a pas que le sport, il y a eu 3 jours de festivités, donc de festivals de musique, avec des artistes américains comme B.B. King, comme Bill Withers, comme James Brown, comme The Spinners, qui sont venus et qui ont ambiancé tout ça. Sauf qu'en fait, de base, le festival ne réunissait pas que des artistes américains, que des artistes afro-américains, plutôt soul. Il y avait également une pléthore d'artistes africains, comme Myriam Makeba, comme Manu Dibango, comme Franco, Masekebi, voilà, exactement, Franco, et le OK Jazz Orchestra. Abeti Masikini, c'est vraiment un Taboulé, le papa Rochereau, voilà. Si vous voulez, Magali, à ce moment-là, c'est franchement un festival avec un line-up, comme on dit, avec une programmation exceptionnelle. Tout ça a été documenté, mais malheureusement, la partie africaine, en tout cas les artistes africains, n'ont pas été mis en valeur ni en avant comme on l'aurait imaginé et comme on l'aurait souhaité. Parce qu'on parle quand même d'artistes... Le combat du siècle. Hein. Voilà, on parle du combat du siècle et on parle d'artistes africains de très grande renommée. Et à ce moment-là, donc, comme on le voit dans le documentaire When We Were Kings, on voit simplement des bribes d'artistes qui jouent dans les rues. Ça aussi, pour moi, ça a été une force de ce moment-là. C'est que plein de petits artistes un peu amateurs se sont mis dans les rues et ont commencé à jouer de la musique. Ça, c'était exceptionnel. Sauf que les artistes internationaux, les artistes africains qui étaient officiellement dans le festival n'ont pas été documentés correctement. Donc, on ne les a pas vus. Donc, on n'a pas pu en parler comme on a parlé de James Brown et de B.B. King, de Bill Withers. Et heureusement, il y a, ça c'est pour donc votre information et pour l'information des téléspectateurs, un label qui a repris, qui a réhabilité toute la programmation et qui a posé ça sur un disque. Ça s'appelle j'ai oublié le nom on le communiquera sur les réseaux sociaux. On communiquera le nom sur les réseaux sociaux parce que ça m'échappe. Mais on peut retrouver donc documenté et en tout cas écouter tous ces artistes. La playlist voilà, entière avec vraiment cette partie africaine qui compte quand même parce que c'est... ça compte énormément parce que de toute façon c'était sur le sol africain. Exactement. Donc il était important d'associer... forcément, pour le côté marketing, et ça, je pense, si je ne me trompe pas, vous m'appuierez là-dessus, que c'est Don King qui a un peu poussé pour ce côté marketing. Après, c'était aussi le but de vendre aussi leur événement. Ils cherchaient de l'argent, ils cherchaient à financer tout ça. Voilà. Donc, mais c'est très important d'avoir mis aussi les acteurs importants de la musique africaine qui étaient présents pendant ces 3 jours-là. C'était important. Exactement. Je ne pense pas que dans la tête des Africains, faire ce genre d'événement sans un Africain, ça aurait pu être crédible. Exactement. Et alors, moi, ce que j'aime bien aussi, parce que ce sont aussi 2 événements culturels en Afrique, 2 événements majeurs en Afrique qui se sont passés. C'est Sénégal 66, le Fesman, c'était quand même le festival des arts nègres, qui a aussi réuni un nombre d'artistes internationaux, venant également du Brésil, des États-Unis. Il y a eu ça. Il y a également eu Ghana 71. C'est ce concert Soul to Soul qui a fait venir des artistes afro-américains et qui a permis aussi au Ghana de faire ce lien avec les États-Unis. Et que dans ces moments-là, on parle quand même de pays qui prenaient leur indépendance. Donc on est dans ces années-là. Et on est vraiment dans une émancipation. Et ce sont ces événements-là qui résonnent aussi à travers le sport. Et il ne peut y avoir que le sport et la musique pour générer autant d'émotions, d'intérêt et économiquement aussi de beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, quoi. Exact. Voilà. Exactement.
Ouais. C'est de très beaux moments en Afrique et quand même très ravis. C'est des très très beaux moments. Je vous conseille vraiment, je conseille à nos téléspectateurs d'aller vraiment se renseigner sur Sénégal 1966, Ghana 71 et Zaïre 74. Vraiment 3 grands moments qui se sont passés et ça, culturellement, ça a vraiment apporté beaucoup de choses au continent. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui se passent aujourd'hui, mais... il y a des choses qui se passent aujourd'hui, mais c'est un autre frémissement. Voilà. Est-ce que justement le fait qu'à l'époque, ça a commencé à cette époque-là où il y avait vraiment ce lien avec le sport et la musique, en tout cas on parle uniquement du continent africain, c'est ça qui a permis aujourd'hui que ça continue à se développer de cette façon. Aujourd'hui on ne peut plus faire... j'ai parlé de boxe uniquement, d'avoir un grand combat de boxe sans que ce soit associé forcément à de la musique ou à une entrée en musique. Non, c'est pas possible. Parfois... c'est impossible. C'est impossible. On est complètement d'accord. Exactement. On est complètement d'accord. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut parler de ces tubes, donc des tubes qui ont dépassé les frontières? Donc, c'est des tubes qui ont été produits pour des compétitions, pour des grands matchs, et qui ont dépassé les frontières. Alors, je vais parler du célèbre Saga Africa de notre très cher Yannick Noah, qui a donc produit cette musique-là lorsqu'il a, si je me trompe pas, lorsqu'il a gagné, ou peut-être que c'était après, ça a été un peu après. C'était quand l'équipe de France a gagné la Coupe Davis. Voilà. Il me semble que c'était en 91. Et au-delà de la France, parce qu'il a sorti ça, voilà, c'était quand même un sportif français qui est devenu après musicien. Au-delà de la France, ça a dépassé les frontières quand même, son Saga Africa. Bien sûr, parce que c'est cette sonorité africaine. Yannick Noah qui revendique aussi clairement ses origines camerounaises. Qui est très fier même d'être... Voilà, très fier, avec une lignée familiale et sportive exceptionnelle, avec le papa, footballeur en France, avec donc Yannick Noah, qui est le seul Français à avoir gagné Roland Garros. Roland Garros à ce jour, oui. Voilà, et puis son fils Joachim Noah qui joue en NBA. Donc une fratrie, une famille, pardon, une filiation assez exceptionnelle. Mais je pense que, moi, si je peux me permettre, moi je pense que Saga Africa, ça a dépassé Yannick Noah. Je pense que ce titre-là a été vraiment un tube qui faisait partie de son album, qu'il était en train de sortir ou qu'il allait sortir. Et à mon avis, il y a eu quelque chose, les Français s'en sont emparés. Alors, pour les bonnes ou des mauvaises raisons, j'en sais rien. Un côté caricatural aussi, peut-être, dont on peut certainement parler. Imaginer, oui. Voilà, dont on peut certainement imaginer. Encore une fois, voilà, c'est Saga Africa, ambiance de la brousse. Voilà, des paroles un peu caricaturales. C'est vrai que les paroles, elles n'ont pas aidé aussi. Voilà, elles n'ont pas aidé caricaturales, mais en même temps... ça signifie aussi que voilà, le lien entre la musique et le sport, il peut être parfois caricatural, il peut être parfois très symbolique, très fort, très puissant en symbole, en émotion. Et puis parfois ça peut dépasser un peu, et prendre une tournure inattendue, quoi. Voilà. Et moi je pense que Saga Africa, ça a plus été caricatural qu'autre chose. Voilà, ça nous a pas trop aidé. Hein. Ça nous a pas trop aidé. Voilà, on peut dire ça, mais bon. Pour parler comme on est en Afrique, on va rester en Afrique, parler de la CAN. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations là qui vient de se terminer. On sait très bien que pour les autres grandes compétitions comme la Coupe du Monde et autres, il y a toujours une musique officielle. Et là, pour la CAN, il y en a une, mais qui n'a pas été assez mise en avant. Alors, c'est quoi le problème? Alors, je vais nuancer vos propos, Magali. Moi, je trouve qu'elle n'a pas forcément... Alors, elle a existé. Elle a le mérite d'exister. Et puis, c'est surtout, pour moi, une façon comment ces titres sont exploités, utilisés. Par les médias, surtout. Les médias qui retransmettent les compétitions ont cette capacité de diffuser ou pas les musiques officielles. Voilà, parfois, elles font elles-mêmes un générique ou elles se servent des arcanes, des images officielles des fédérations. Mais là, moi, ce que je voudrais dire, pourquoi je nuance, c'est parce qu'en fait, les gens s'approprient énormément en Afrique tous les hymnes. Il faut savoir que chaque CAN, il y a une chanson, un hymne qui est écrit, qui est composé, qui est produit pour la compétition. Et alors, il est diffusé, certainement pas bien,
Je suis complètement d'accord. Ah oui, là... Certainement de façon très peu exposée, mais en tout cas, ce qui est sûr... Ça existe. Ça existe. Et en plus de ça, là où vraiment je salue le travail des producteurs, des artistes et des chanteurs africains, c'est cette unité à chaque fois qu'ils mettent dans les chansons. Par exemple, le titre qui a été fait par DJ Mo Green pour la Cannes 2019, ouais. Il a réussi, en tout cas sa volonté c'était de réunir l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, ouais. En faisant une chanson qui réunissait tout un tas d'artistes qui viennent de chacun. Ouais, ce qui paraît assez compliqué pour l'Afrique, connaissant les différentes langues. Exactement. Et tout le reste. Donc, et ça chante dans différentes langues. Ça chante en arabe, ça chante en wolof, ça chante en différentes langues, et avec une sonorité purement africaine, ouais. Qui est reconnaissable, ouais. Qui est festive, qui nous plaît, et qui, pour ces occasions-là, en fait, ont complètement leur légitimité. Alors, certes, leur exposition n'est pas très bien exploitée. Voilà, il n'y a pas une bonne exposition de ces titres-là, comme on peut l'avoir en Europe avec Waka Waka pour la Coupe du Monde, oui. Alors après, il y a eu des flops, hein, on ne va pas se mentir, hein, sur les grandes compétitions internationales. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations, voilà, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Très franchement, pour avoir écouté de nombreux morceaux qui ont été faits pour la CAN, oui. C'est quasiment que de la qualité, des choses vraiment entraînantes qui donnent envie, en plus qui ont des messages d'espoir, d'unification, etc. etc. Donc mais ça veut dire, enfin, c'est même pas ça veut dire, il y a un gros problème en termes de communication. Je pense que la musique, énorme. Je pense que la musique, alors que pourtant c'est quand même très lié à l'Afrique, la musique, c'est vraiment un des cœurs battants de l'Afrique, c'est la musique. Ah, bien sûr. Oui, c'est un des poumons. C'est un des poumons, voilà. Les joueurs de foot ou même de basket s'entraînent en musique. Enfin bon, il y a un vrai lien. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, comment ces titres-là, officiels, ou parfois pas forcément officiels, hein, il y a des titres qui ont été faits et qui ont très bien rencontré le public, comment ils sont mis en avant, ça c'est une question qu'il faudrait peut-être se poser. Et poser la question aux fédérations, tout simplement. Et peut-être essayer aussi de faire un travail là-dessus, essayer de, nous, en tant que médias, faire un travail dessus, en parler au maximum pour que ça puisse remonter auprès des autorités compétentes et pour mettre en avant, parce que la musique permet de mettre en avant un événement. Exactement. Très clairement. Exactement. C'est un vecteur universel. Ça donne envie, ça crée des émotions. Les notes, les mélodies, tout ça, le message aussi, les paroles, tout ça, ça donne un ressenti et une envie d'aller vers. Et puis les médias, voilà, peuvent intégrer dans les génériques, dans les bandes annonces, les mises en avant. Il y a la possibilité. Digital, la musique officielle existe, elle est certainement mise à disposition des médias, je pense. Oui. Et donc, à mon avis, ce serait une bonne manière de voir les choses. En tout cas, il faut vraiment travailler tout cet aspect-là parce que je pense que c'est important. En parlant de musique qui donne énormément d'émotions, parlons de cette grande compétition suivie partout dans le monde, la Champions League. Ah ouais, ça, je pense que dès que les premières notes de ce morceau tournent, dès que ça retentit, tout le monde est limite au garde à vous, un peu les larmes aux yeux, les poils qui s'hérissent. Que ce soit les joueurs, le public, le staff, tous les gens qui sont autour du foot, les journalistes, tout le monde. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est une musique qui a été créée il y a à peu près combien de temps, cette musique-là ? Alors, elle a été créée en 1992. Oui. À l'occasion en fait du remaniement un petit peu de la Champions League, la Ligue des Champions, donc qui s'appelait avant la Coupe d'Europe des clubs champions, qui est devenue donc la Champions League, la Ligue des champions. L'UEFA a décidé en fait de refaire un petit coup de peinture neuf et a décidé qu'il y ait un hymne vraiment qui porte cette nouvelle compétition. Et ils ont confié ça à un Anglais. Qui s'est inspiré en fait d'un classique de Handel. Oui. Donc j'appelle pour les gens qui veulent aller regarder Handel, Handel. C'est un grand compositeur germanophone et ça a été inspiré de ça avec des notes. Et je ne sais pas si vous savez ce que disent les paroles. Moi, je me suis un petit peu renseignée. D'accord. Donc, j'ai un petit peu regardé. Et déjà,
On utilise les 3 langues officielles de la Ligue des Champions, donc le français, l'allemand et l'anglais. Et l'anglais, exactement. Exactement, Magali, c'est ça, tout à fait. Et donc, c'est vrai que ça dit des phrases toutes simples. Hein. Nous sommes les champions, nous sommes les meilleurs. Et donc, en fait, et puis, on entend la mélodie quand on parle de l'hymne de la Ligue des Champions, de la Champions League, on entend la mélodie. Et ce qui se dit, c'est tout simplement supporter un courage, un combat, aller de l'avant. Et la musique supporte complètement ces intentions qui ont été voulues par l'UEFA. Des intentions, voilà, de limite un petit peu, j'ai envie de dire, un peu comme on a mis des gladiateurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Comme une espèce de chanson de guerre, quoi, de combat, mais voilà, fait avec de la classe. Enfin voilà, et c'est vraiment une chanson qui donne beaucoup d'émotions. Et avec ces voix qui ont été mises par-dessus, enfin c'est assez beau. Et il faut dire, je pense que même des gens qui ne sont pas fans de foot ont déjà entendu ces chansons, parce que je pense que tout le monde a entendu cette chanson. Surtout, et reconnaissent voilà, la qualité, et que c'est un moment à part. Et que pour pas vous raconter ma vie privée, si je suis dans la cuisine en train de faire quelque chose et que l'hymne retentit, je vais tout lâcher et aller voir, parce que c'est un moment. Exactement. C'est vrai. Donc en tout cas, là, le travail vraiment de la musique, on sait vraiment que ça représente le foot. La Champions League, il y a un travail énorme qui a été fait dessus. Exactement. Ça donne des émotions, ça représente le sport en lui-même. Bien sûr. C'est clairement ça. Et donc, et puis aujourd'hui, sans cette musique, entre guillemets, on commence pas un match de Champions League. Non. C'est un peu comme le pendant de l'hymne national aux États-Unis, avant le Super Bowl, avant la finale NBA ou avant le début des World Series, quoi, un match de World Series. C'est assez impressionnant. Et ils ont vraiment réussi à faire un tour de force avec cette musique. Ouais. Bah écoutez, Keïs, j'ai encore beaucoup de questions. On arrive à la fin de notre émission. Je pense, chers téléspectateurs, que nous allons avoir une partie 2 de cette émission, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire. Il y a encore quelques questions qui restent là. En tout cas, j'espère que grâce à toutes les informations que vous a transmis Keïs, vous en savez un peu plus sur le festival qui a eu lieu lors du combat Ali Forman au Zaïre, sur toutes les autres compétitions, la Champions League et autres. On n'a pas fini, on reviendra pour une deuxième émission à ce sujet, parce que c'est très important et il y a encore énormément de choses à dire. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Keïs de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci, on se donne rendez-vous pour le deuxième épisode, avec grand plaisir. Merci à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Allez, ciao.